Salut et bienvenue sur Mediapart. Depuis le 7 octobre et les massacres du Hamas en Israël, suivis des bombardements incessants et meurtriers de la bande de Gaza par l'armée israélienne, la France se déchire. Des batailles sémantiques, notamment à gauche, qui finissent par tracer des fractures politiques, discours va-t-en-guerre aussi de la droite et de l'extrême droite et d'une partie de la majorité, et un flot de propos clairement racistes dans certains médias. Dans un contexte qui est évidemment empreint de tristesse, d'émotion et de colère, qui est marqué aussi par les anathèmes et les actes de haine. Peut-on parler encore du conflit israélo-palestinien en France et comment? C'est à l'air libre, l'émission en accès libre de Mediapart. Et nos invités du jour qu'on remercie d'être là. Anna Assouline, bonjour. Vous êtes présidente de Guerrières pour la paix, mouvement de femmes pour la paix, la justice et l'égalité, qui a organisé ce dimanche une manifestation à Paris. Guerrières de la paix, c'est aussi le nom d'un film que vous avez réalisé en 2018. On en reparlera tout à l'heure. Latifa Oulkouir, directrice exécutive du mouvement et aussi ancienne directrice de la rédaction de nos partenaires du Bondi Blog. C'est aussi comme ça qu'on se connaît à Mediapart, entre Mediapart et le Bondi Blog. Et puis avec nous, l'historien Fabrice Riccépouty. Bonjour. Vous êtes avec nous depuis Besançon, vous êtes spécialiste, historien spécialiste de la France coloniale, et c'est à l'aune de cette expérience que vous commentez en ce moment beaucoup sur les réseaux sociaux, les débats. Parfois, on a envie de mettre cette expression entre guillemets, que cette guerre suscite. En France, vous avez co-signé sur Mediapart avec 170 personnalités, dont le prix Nobel de littérature Annie Ernaux, Pierre Lemaitre, Éric Vuillard, Leïla Chaïd, les porte-paroles d'Attaque et Solidaire, une tribune contre, je cite, la criminalisation du soutien au peuple palestinien. Allusion dans ce texte notamment aux interdictions de manifestations pro-palestiniennes et les poursuites pour apologie du terrorisme déclenchées en nombre important par le ministère de l'Intérieur. On y reviendra. Et puis, Edoui Plenel, président de Mediapart et directeur de la publication de Mediapart, nous rejoindra à la fin de cette émission. Il a publié hier lundi un long parti pris intitulé Israël-Palestine, la question morale. Je l'ai dit, merci beaucoup d'être là, parce que c'est pas évident en ce moment, on le voit bien en préparant nos émissions, de prendre la parole pour beaucoup de gens en réalité. Une question à tous les trois déjà, et je vais commencer par vous deux qui êtes en plateau. Le conflit israélo-palestinien, évidemment, il dure depuis des décennies. Les massacres en Israël du Hamas le 7 octobre, puis le tapis de bombes incessant à Gaza avec des milliers de victimes et près d'1,5 million quand même de Gazaouis déplacés à ce jour selon l'ONU, en sont évidemment une nouvelle résurgence. Il y a toujours eu des résonances très fortes de ce conflit en France. Mais pour vous, est-ce que ce qu'on observe là en ce moment, dans le moment présent, ces résonances sont plus fortes, plus intenses que d'habitude? Et pourquoi, Anna Assouline? Je suis pas sûre en fait. Je crois que souvent quand on vit un moment et qu'on est en plein dedans, on a tendance à se dire que ça n'a jamais été aussi catastrophique, aussi difficile. Mais j'ai quand même des souvenirs, notamment de 2014, où selon moi, il y avait aussi de violentes fractures dans notre société. Les débats aussi étaient très enflammés. Donc moi, j'ai quand même le sentiment, en tout cas pour ma génération, que ce conflit régulièrement s'est invité aussi dans notre contexte français comme pour réactiver des fractures profondes et des divisions qui existent particulièrement entre les communautés juives et musulmanes. On va en reparler, je reviens vers vous après, mais Latifa, vous, ces fractures-là, est-ce que vous les sentez aujourd'hui finalement, comme dit Anna Assouline, reproduire des choses qu'on a déjà vues dans le passé, ou le risque qu'elles deviennent plus grandes, aussi parce que ce qui se passe est je l'ai dit, une nouvelle étape particulièrement tragique et terrible? Oui, je pense que c'est évidemment quelque chose qui a toujours été présent, et effectivement je repense à 2014 où c'était aussi extrêmement compliqué, extrêmement dur à vivre en France, et en même temps il y a aussi, on a parlé beaucoup des massacres perpétrés par le Hamas et d'à quel point c'était un tournant dans le fait d'attaquer des civils, etc., ce qu'on a lu ici et là, mais il y a aussi le fait que en Israël le gouvernement d'extrême droite, que la colonisation s'est intensifiée, que par exemple, pour donner des exemples très concrets, l'année 2012 a été la plus meurtrière concernant en Cisjordanie les meurtres d'enfants palestiniens. C'est-à-dire que c'est des meurtres par l'armée israélienne d'enfants palestiniens. 2022, vous voulez dire? 2022, pardon. Ouais, parce que depuis décembre 2021, ils sont autorisés à tirer sur des adolescents qui leur jettent des cailloux ou des cocktails Molotov. Et donc en fait, c'est voilà, quand on fait soit de l'histoire ou même du journalisme et qu'on essaie de réfléchir à se dire tiens, est-ce que la déflagration entre guillemets plus importante au sein de la société, quel a été le contexte auparavant, et voilà, et puis évidemment toute la politique d'extrême droite du gouvernement Netanyahou, que
les Israéliens ont été nombreux à dénoncer sur les derniers mois, notamment par rapport à ces réformes de la justice, etc., mais qui étaient aussi d'autant plus violentes au sein des colonies, avec vraiment un bon nombre de déclarations qui, quand on les relit aujourd'hui, en fait, font encore plus froid dans le dos. Vous avez un sentiment peut-être d'injustice et de violence, de la gradation de ce conflit et de cette occupation qui est perçue, y compris ici, c'est ça que vous dites? Oui, parce que je pense qu'auparavant, il y avait en fait là le gouvernement israélien est tellement pro-colonial, en fait, avec une volonté affichée, notamment par des députés ou un parti très, très religieux, par exemple, de reprendre Gaza et de considérer que Gaza est la terre d'Israël. En effet, des expressions en ce moment là-dessus précisément. Oui, voilà, j'ai lu vraiment très récemment un article dans Le Monde où on a un député israélien qui le dit, en fait, et que même si ça causera beaucoup de pertes, la bande de Gaza fait partie de la terre d'Israël et on y reviendra un jour. Donc c'est vraiment, en fait, voilà, toute une lecture aujourd'hui à l'aune des événements récents et dramatiques qui réactive finalement beaucoup de choses. Et on se dit, bon, bah là, avant il y a eu beaucoup de débats sur ces sujets-là, mais là on est indubitablement sur une politique d'extrême droite qui fait énormément de dégâts. Anna Assouline, votre mouvement, les Guerrières pour la paix, milite avec des militantes, je l'ai dit, de la paix israélien et palestinien, beaucoup de femmes notamment, la majorité des femmes. Dans une tribune collective, vous avez publié dans Le Monde, vous avez écrit « On assiste depuis une semaine à un bien triste spectacle ». Alors celui des politiques, je viendrai après parce qu'on parlera des politiques après. Celui des commentateurs qui, à l'abri des conséquences directes de ce conflit, jouent à la guerre par procuration sur les réseaux sociaux, dans les médias. Celui des amitiés qui se déchirent, de la guerre des drapeaux, des camps qui s'affrontent, pro-Israël, pro-Palestine. Vous poursuivez, chaque personne est sommée de faire bloc avec les siens où la moindre nuance est suspecte et apparaît comme de la trahison. Qu'est-ce qui vous a en particulier heurté, choqué, directement affecté ? Il y a beaucoup de choses qui nous ont directement affectés. On en parlait d'ailleurs dans la préparation de cette émission. Aujourd'hui, effectivement, prendre la parole sur ce sujet, surtout quand on essaye d'avoir une parole qui est un tout petit peu nuancée, c'est un risque énorme puisqu'il n'y a que des coups à prendre des deux côtés. Moi, je suis soit une traître, soit une hypocrite sioniste. Enfin voilà. Donc finalement, il y a une incapacité d'avoir un dialogue qui soit un dialogue tolérant, qui accepte la nuance, qui accepte de nommer les choses correctement, sans relativisme, sans mettre en compétition les souffrances des uns et des autres, sans les hiérarchiser, etc. Et c'est dans ce contexte, effectivement, que depuis le 7 octobre, alors, quand vous m'avez posé la question sur est-ce que, finalement, on vit quelque chose d'inédit dans la manière dont les répercussions sont... dans la violence des répercussions en France, je ne sais pas si c'est plus violent que les précédentes fois. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, ce qui se passe actuellement dans le conflit israélo-palestinien, c'est inédit. C'est-à-dire que, à la fois, ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire le fascisme du gouvernement israélien, la poursuite de la colonisation en Cisjordanie. Constat que vous partagez avec Latifa dans le... Ça, c'est évidemment quelque chose que je partage, mais il y a aussi un événement qu'il faut quand même nommer et regarder pour ce qu'il est, c'est-à-dire que les attaques pogromistes perpétrées par le Hamas le 7 octobre sont aussi un événement en soi qui ne ressemble en rien à ce qu'on a pu vivre en 2014 ou dans d'autres épisodes qu'on a connus ces dernières années du conflit israélo-palestinien. Donc il y a toute cette réalité aujourd'hui qui crée effectivement un climat d'extrême tension en France et surtout on réalise aujourd'hui, moi je crois c'est surtout ça que je vois dans les débats, qu'il y a quand même des années de confusionnisme, de beaucoup de problèmes aussi dans la sémantique, dans la pédagogie, dans la connaissance de la réalité historique de ce conflit, dans l'incapacité aussi de regarder ce conflit pour ce qu'il est, pour sa réalité qui est spécifique, sans la calquer à des schémas, à d'autres schémas historiques ou à d'autres réalités historiques. On est vraiment dans ça. Tout cela, si vous voulez, a créé une situation qui est qu'aujourd'hui, on a du mal à se parler puisqu'on n'est même pas d'accord sur les mots. Donc en fait, à partir du moment déjà où on ne parle pas le même langage, on ne peut même plus avoir des débats apaisés. Par exemple, quel mot antisionisme? Il y a plein de mots. Oui, le sionisme, l'antisionisme, le colonialisme, l'apartheid, tous ces mots-là qui aujourd'hui suscitent énormément de débats, qui font qu'on est disqualifié selon qu'on les emploie ou qu'on les emploie pas, qui font qu'on n'arrive plus effectivement à écouter aussi un autre narratif que celui avec lequel on a été nourri ou celui avec lequel on a grandi. Et c'est effectivement dans ce contexte-là, la parole de ces femmes, parce que là je viens évidemment parler aussi en mon nom, je comprends bien aussi que dans ce débat je parle aussi en tant que juive, vous m'avez fait venir, enfin voilà. Mais moi je viens aussi par ailleurs, je parle aussi au nom d'un mouvement de femmes qui est un mouvement pluriel, qui rassemble des sensibilités de femmes différentes,
Parmi nous, il y a des musulmanes, des juives, des chrétiennes, des athées. Il y a aussi des femmes de différents pays. Donc, on doit pouvoir réussir aujourd'hui à peut-être se rassembler sur l'essentiel de notre humanité commune, qui est d'abord de commencer par dire que on ne hiérarchise pas ni les morts, ni les souffrances des uns et des autres, et qu'une vie n'en vaut jamais plus ni moins qu'une autre, etc. Donc ça, c'est peut-être la base déjà de ce qu'on a envie de porter avec les guerrières de la paix. Et c'est peut-être aussi la base des échanges qu'on pourra avoir ici quand on parle de ce conflit. Vous, Latifa Oulkouir, dans la dernière phrase de Anna Assouline, il y a cette idée des victimes qui se valent. Est-ce que vous avez l'impression dans le débat médiatique aujourd'hui, dans la discussion générale, alors c'est très dur de dire débat médiatique, parce que ça est très ample, vous avez l'impression qu'il y a finalement un défaut de sensibilité par rapport aux victimes palestiniennes? Oui, complètement. En tout cas, moi, à titre je le ressens absolument comme ça, en tant que musulmane, issue de l'immigration maghrébine, etc., mais même en tant que journaliste, de manière beaucoup plus froide et distanciée. C'est-à-dire que c'est plus compliqué de trouver des récits de ce qui se passe actuellement en Palestine, ou d'avoir et à Gaza, d'avoir ce côté plus humain, et de raconter les histoires, en fait, ou même de trouver des chiffres sur le fait que à Gaza, en fait, la majorité de la population est très très jeune. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est énormément d'enfants. C'est un enfant qui meurt, je crois, toutes les 15 minutes sous les bombardements israéliens. Et en fait, c'est très peu présent, je trouve, dans les médias. Et évidemment que toutes les vies se valent, etc. Mais c'est vrai que sur le traitement médiatique, dans les premiers jours, moi, j'avais l'impression que c'était une attaque qui est arrivé dans un pays qui était complètement en paix, sans aucun problème, etc., et que c'était des terroristes islamistes qui avaient... La colonisation, de l'occupation n'existait pas forcément. Oui, voilà, et surtout que moi, le premier contact finalement que j'ai eu avec ces massacres, c'était en lien avec l'organisation israélienne qui est sœur du mouvement, qui s'appelle Zazim, et qui lutte notamment, qui lutte contre la colonisation à plein d'endroits, qui lutte notamment contre les arrestations abusives d'enfants palestiniens, etc. Et dans le mot, par exemple, de la directrice de Zazim, il y avait plus d'humanité que ce que je voyais auprès de journalistes français qui décrivaient la situation en disant moi j'ai mon abri anti-aérien, mais je pense que demain les gens à Gaza, même si on leur dira de mettre une même si on les avertira, les femmes, mais leurs enfants, elles auront nulle part où il n'y aura pas d'abri anti-aérien. Voilà, il n'y aura absolument pas d'abri. Donc il y avait cette situation, oui, très étrange, où j'avais l'impression que si on faisait preuve d'un peu d'empathie envers les civils palestiniens, c'était pas possible et inaudible. Et à quel moment, en fait, faire preuve d'empathie pour des vies humaines, des enfants, des femmes, à quel moment faire preuve d'empathie pour des civils, ça pose problème. Et aujourd'hui, on a des hommes et des femmes politiques qui accusent une certaine partie de la population de dire vous n'avez pas condamné, vous n'avez pas nommé comme il fallait les massacres du Hamas, mais qui sont incapables aujourd'hui de faire preuve d'une empathie, ne serait-ce que même verbale, envers les civils palestiniens, et ça, c'est pas quelque chose qui est acceptable. Vous êtes d'accord, Anna Assouline ? Oui, moi je suis totalement d'accord sur ça. D'ailleurs, je crois, puisqu'on parle aussi aujourd'hui de la manière dont finalement le conflit israélo-palestinien réactive en miroir certaines problématiques qu'on trouve en France, cette question de la déshumanisation des uns et des autres, et je crois c'est important de la nommer des deux côtés, c'est-à-dire que à la fois on a eu le sentiment, et encore une fois, je vous dis, je suis obligée de moi me faire la porte-parole de ce narratif-là aujourd'hui, mais je n'ai pas envie d'être la juive sur ce plateau qui vient parler au nom de la sensibilité des juifs de France, puisqu'encore une fois, la voix que je porte, c'est une voix plurielle, mais je suis quand même obligée d'en parler aussi. Il se trouve que nous, en plus, on est des militantes de gauche, donc on a une sensibilité marquée à gauche, et on attend évidemment beaucoup plus de la part de la réaction de nos camarades avec lesquels on lutte sur toutes les questions antiracistes, féministes, etc., que de la part du gouvernement avec lequel on n'est pas alignés. Donc de ce point de vue-là, nous aussi, on a pu ressentir certaines d'entre nous, et je pense que c'est ces deux réalités aujourd'hui qu'il faut voir sans les mettre en opposition, en les regardant les deux pour ce qu'elles sont, et en se battant contre ça. Donc cette déshumanisation, elle existe évidemment, et c'est ce qu'on voit, et ce qui est insupportable aujourd'hui quand on parle des chiffres des civils qui meurent à Gaza, sans se rappeler que chaque civil a un nom, un visage, une histoire, des rêves, etc., et qu'on est dans une espèce de chiffres un peu désincarnés. C'est
ça, c'est totalement insupportable. Et on a eu le sentiment aussi, dans cette vision qui consiste à penser que tous les Israéliens sont des colons en puissance, sont des suprémacistes, sont finalement des gens qui n'ont pas à être là, donc il serait légitime finalement de tuer, puisque ce serait de l'ordre de la résistance face à un occupant qui serait tous coupables. Pour la paix, enfin pas Exactement. que, mais qui ont été tués. Donc en fait, cette déshumanisation, je crois, fait énormément de mal des deux côtés, et il faut qu'on soit capable de la condamner des deux côtés, c'est-à-dire que, et de la même manière qu'en France, se jouent de nouveau les mêmes fantasmes, etc., qui sont de l'ordre des juifs puissants du côté du pouvoir, protégés par l'État, etc., et de la population musulmane qui est ciblée, qu'on traite de connivence avec le terrorisme, qu'on soupçonne de ne pas être suffisamment dans la dénonciation de ce qui s'est passé, toutes ces choses insupportables, c'est finalement des choses qu'on vit tout le temps dans notre société à chaque fois qu'il y a un épisode qui, de nouveau, met les juifs et les musulmans au cœur des polémiques. Fabrice Rissé-Pouty, de quoi pour vous la déshumanisation dont parle Anna Assouline, pour l'historien que vous êtes, elle de quoi elle est le symptôme dans le débat public français? Est-ce que vous la sentez aussi? Et qu'est-ce qu'elle veut dire? Alors, si vous permettez, j'aimerais apporter aussi moi un complément de réponse à votre première question. À mon avis, ce qui a changé depuis 2014, c'est aussi la prise de position extrêmement radicale du gouvernement français, qui a déclaré un soutien inconditionnel immédiatement au gouvernement de Netanyahou, et qui a pris des dispositions d'interdiction de manifester sa solidarité avec les Gazaouis. Voilà. Et puis, ce qui s'est passé aussi depuis 2014 en France, c'est une progression considérable du racisme et de l'islamophobie en France. Et tout ça contribue à cette crispation qui est extrêmement forte. Je parlais il n'y a pas très longtemps avec une amie historienne qui me disait « Tu ne crois pas que ce qu'on est en train de vivre au niveau de l'ambiance politique, toutes choses égales par ailleurs, ça ressemble un peu à ce qu'on a pu vivre pendant la guerre d'Algérie en France. » Voilà. Alors, et vous le pensez? C'est ce que vous pensez en tant qu'historien spécialiste notamment de la guerre d'Algérie? Il y a un petit peu de ça, oui. On a eu la nette impression que vouloir expliquer, comprendre ce qui s'est produit, c'était un peu faire preuve d'intelligence avec l'ennemi, quoi. Moi, j'ai été couvert d'injures lorsque j'ai osé rappeler cette évidence qui maintenant quand même s'est imposée, mais que, comme on le disait tout à l'heure, le 7 octobre n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein, mais qui prend place dans une longue histoire, quoi. Voilà, bon. Pour ce qui est de la déshumanisation, eh bien, je reprendrai volontiers les termes de Sophie Bessis dans une très belle tribune dans Le Monde aujourd'hui, qui dit qu'on assiste en particulier en France, à un retour du refoulé colonial. C'est quand même assez frappant de se dire que nous, Français, nous sommes les habitants d'un pays qui a infligé l'oppression coloniale pendant des siècles, qui a fait l'expérience de révolte contre l'oppression coloniale, qui a répondu par des massacres et en punitions collectives, et qui se trouve toujours dans l'incapacité de comprendre en fait la spécificité de ce qui se produit en Israël-Palestine, c'est-à-dire qu'on y est dans une situation coloniale, et que il n'y a pas, on est dans un affrontement asymétrique du faible au fort, mais alors ce qui n'est pas du tout une façon de minimiser les exactions abjectes commises par le Hamas en Israël, mais voilà. Et donc je pense qu'on paye le fait de n'avoir jamais fait l'inventaire de notre propre histoire,
et de notre histoire coloniale. Il y a peut-être un petit symptôme de ça, c'est un symptôme parmi d'autres, c'est un exemple pris ces dernières heures, ces derniers jours que je voulais passer, et c'est certainement pas le seul. Un exemple de commentaire, et ça concerne les manifestations pro-palestiniennes, notamment du week-end. Hier matin, si je me trompe pas, Florence Bergeau-Bacler, chargée de recherche au CNRS, qui vient de publier un livre par ailleurs assez contesté sur les frères musulmans qui sont là clairement dans la même matrice idéologique que le Hamas. Elle est interrogée par Sonia Mabrouk, employée de Vincent Bolloré, sur CNews et Europe 1 à propos des manifestations pro-palestiniennes en France et en Europe, et voilà ce qu'elle dit. Ce conflit israélo-palestinien est en train de prendre des dimensions mondiales. Alors ce n'est pas nouveau, mais ça s'exprime aujourd'hui. On voit bien que les forces qui sont derrière, les forces alliées au Hamas, veulent essayer de rassembler l'Oumma autour de ce conflit, c'est-à-dire la nation islamique. Donc tout cela fait partie en fait d'un projet, d'un plan que je décris dans mon livre. Ça voudrait dire que la Palestine ne serait qu'un prétexte, que la défense des Palestiniens et des Gazaouis ne serait qu'un prétexte pour un appel à cette Oumma, Florence Bergeau-Bacler? Oui, je le pense. Voilà, donc là on a, pour ça que je parle de symptômes, des manifestations contre l'arrêt finalement des bombardements de Gaza, contre la colonisation en Israël, c'est ça les manifestations, notamment celles de dimanche. Et puis là, la réponse c'est pour reconstituer l'Oumma. Latifa Oufkir, vous, qu'est-ce que ça vous inspire? Et c'est encore une fois, c'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres. Oui, en fait, c'est la même presque logique à d'autres moments d'enfermer dans des logiques religieuses ce conflit-là, en fait, encore une fois, qui est pour moi avant tout un conflit colonial. Avec, il y a une lecture religieuse en ce moment que vous constatez dans plusieurs médias Non, parce que déjà, il y a une lecture religieuse qu'on constate dans plusieurs médias et qui est, et c'est important de ne pas enfermer les Palestiniens déjà que sur cette identité musulmane qui est fausse. En fait, les Palestiniens ne sont pas tous musulmans. Il y a des Palestiniens chrétiens. Et que je suis très étonnée, par exemple, que quand les bombardements israéliens visent une église, on entend moins les défenseurs des chrétiens d'Orient, par exemple, à une autre époque. Et on voit un peu les mécaniques politiques qui sont abjectes, en fait, ou comme dirait De Villepin, dégoûtantes de certains à ce moment-là. Mais voilà, parce que c'est... en raison de la montée de l'islamophobie, comme ça a été évoqué avant, c'est tellement plus simple et facile après politiquement de dire que c'est une stratégie pour effectivement rassembler la communauté musulmane autour de ça. Je pense que c'est complètement faux. Aujourd'hui, les gens ils demandent avant tout que les Palestiniens puissent vivre dans leur État de manière, qu'ils ne subissent plus le joug colonial de l'État israélien, qu'on mette fin à une situation d'apartheid comme elle a été dénoncée par les Nations Unies. Donc voilà, c'est pas des mots qui sont posés sur des situations comme ça, c'est des gens qui sont spécialistes et il y a des mots communs qui sont des mots juridiques, je pense, qui sont importants de mentionner. Anna Assouline, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une volonté, je parle pas là du débat de ce qui se passe en Israël, où Netanyahou il parle clairement lui de choc des civilisations, de guerre des civilisations, mais en France, qu'il y a une tendance en ce moment à vouloir installer, alors c'est peut-être pas nouveau et ça date pas d'il y a 2 semaines, ce conflit-là de guerre de civilisation. Quand vous voyez les récits qui sont faits ou les analyses qui sont faites autour de ce conflit dans différents endroits, notamment médiatiques. Oui, tout à fait. Alors, je voudrais juste, avant de vous répondre, rebondir sur ce qui a été dit juste avant, sur justement la dette coloniale de la France, qui est très importante. Et je crois justement que la France et l'Europe, d'ailleurs, ont une dette coloniale importante et aussi une dette vis-à-vis de la Shoah. Donc, je pense qu'aujourd'hui se joue aussi, dans la manière dont ce conflit est instrumentalisé dans notre pays, pour régler des comptes, finalement, de notre histoire, en tout cas de l'histoire de ce continent, qui ne sont pas finalement la bonne approche, puisqu'on essaye de calquer, encore une fois, des schémas historiques qui ont des spécificités importantes et qui doivent être regardées pour ce qu'elles sont, et donc se dire que maintenant on va finalement effacer l'ardoise de la dette coloniale et de la dette de la Shoah en renvoyant l'un sur l'autre à travers le conflit israélo-palestinien, les juifs et les musulmans, est pour moi une grosse erreur politique. C'est ça qui est en train de se produire. Je pense qu'il y a ça qui se joue par endroits, de la même manière que les nouveaux défenseurs contre nature
caricatures d'Israël d'extrême droite qui se mettent à défendre le droit des Juifs d'avoir un État et une autodétermination, alors même que historiquement ce sont ceux qui s'y sont toujours opposés, sont des alliances contre nature qui sont encore une fois des alliances opportunistes qui visent seulement à cibler les musulmans, de la même manière qu'il y a aussi, je crois, parfois dans non pas la critique du gouvernement israélien et de sa politique et de la politique d'occupation et de colonisation qui doit être combattue, mais dans finalement cette haine presque, enfin voilà, d'Israël dans son origine, dans ce qu'il incarnerait, etc. Aussi une manière de régler des comptes qui ne sont pas de l'ordre de un attachement réel à la solidarité vis-à-vis des Palestiniens ou des Israéliens. Par exemple, que dimanche, vous faites une manifestation, vous, à Châtelet, que vous n'êtes pas à Place de la République. Qu'est-ce qui vous... Alors, ça, je vais vous répondre tout de suite, mais vous avez cité la tribune qu'on a écrite. Dans la tribune qu'on a écrite, on dit aussi quelque chose de très fort, et on l'écrit d'autant plus fort qu'on revient de là-bas. On a passé avec toute notre délégation de militantes du monde entier, on est allé rencontrer des militants palestiniens et israéliens pendant une semaine, et on est rentré la veille. Voilà. Et on est rentré la veille, il y avait même encore des militantes sur place, dont des militantes marocaines qui ont eu du mal à pouvoir repartir dans le contexte, etc. Et sur place, vous avez même rencontré une des otages, une militante israélienne pour la paix, qui est aujourd'hui otage du Hamas. Exactement, on était avec Viviane Silver du kibbutz Be'eri, qui est aujourd'hui otage du Hamas et qui était une grande militante pour la paix et la justice, comme beaucoup d'ailleurs de gens de ces kibbutz qui souvent sont plutôt des gens de gauche, qui continuent de croire à un idéal socialiste, de collectivisme, etc. Donc, bref, en tout cas... Vous direz où à peu près 10% de la population du kibbutz a été massacrée. C'est ça, exactement. Donc, en fait, je pense aussi que dans la manière dont on importe le conflit israélo-palestinien en France, il y a parfois, on oublie parfois que le conflit israélo-palestinien n'est pas que le jeu de nos propres fantasmes ou de nos propres projections, mais il est bien lié à l'avenir de deux peuples qui sont aujourd'hui pris en otage de ce conflit et pour lesquels il faudrait maintenant qu'on se pose la vraie question de quelle est la réelle solidarité qu'on peut apporter aujourd'hui. Parce que les Israéliens et les Palestiniens, et ça on l'a écrit dans notre tribune, c'est ni des étendards, ni des slogans, ni finalement des fantasmes qui serviraient seulement à régler nos comptes ici en France et nos comptes politiques et nos comptes historiques. Et si on pense à ça, et si on a ça comme boussole quand on parle de ce conflit, on ne peut pas continuer à attiser les haines et à attiser des discours qui sont de l'ordre de la destruction ou de la non-reconnaissance de la légitimité d'un ou de l'autre. On doit comprendre qu'aujourd'hui, la seule issue possible pour ce conflit et pour ces deux peuples, ça part déjà de la reconnaissance de la légitimité de l'autre, et c'est évidemment la paix et la justice. La seule issue pragmatique finalement aujourd'hui à la situation catastrophique et au chaos dans lequel on se trouve, elle est dans le sens de trouver une solution pour ces deux peuples, de pouvoir vivre dans la dignité, dans la sécurité, dans la liberté. Et donc, c'est tout autre discours aujourd'hui qui continue d'attiser un fantasme que les Israéliens finiront par disparaître, que les Palestiniens finiront par disparaître, sont des discours qui nous mènent tous ensemble dans une impasse et qui, particulièrement pour les gens qui sont là-bas, est un discours d'irresponsabilité. Latifa Oulkouir, discours d'irresponsabilité, que dit celle qui était encore très récemment journaliste et directrice du Bondi Blog. Oui, je pense que c'est un discours d'irresponsabilité et qui est le problème dont je parlais au début, c'est qui est porté aussi par le Premier ministre israélien, auquel les principales puissances apportent un soutien inconditionnel dans le droit de se défendre. Et si on parle encore de se défense, vu à quel point c'est asymétrique, mais voilà, Benjamin Netanyahou ne parle pas d'État palestinien et n'a jamais eu la volonté de créer et de vouloir un État palestinien. Au contraire, il a tout fait pour empêcher d'avoir des interlocuteurs avec lesquels discuter, ou ne serait-ce que d'avoir des frontières qui soient au moins fixes, parce que quand on voit le processus de colonisation, par exemple en Cisjordanie, on se rend compte que les frontières d'Israël sont extrêmement mouvantes du fait de cette politique de colonisation. Et il a instrumentalisé le Hamas, comme ça a été raconté par plusieurs journalistes anglo-saxons. On va revenir là-dessus, mais voilà, c'est vraiment aujourd'hui la principale difficulté, et je m'étonne que ce ne soit pas autant mentionné, même dans les médias, etc., mais rappeler qu'il s'agit d'un gouvernement d'extrême droite qu'il y a en Israël. J'ai l'impression qu'on l'oublie un peu en ce moment. Et oui, voilà, énormément. Je voulais tout à l'heure, Anna Soline, justement parler des nouveaux amis des Juifs et d'Israël, et c'est vrai que les positions du Rassemblement national interrogent en ce moment. Pourtant,
le parti politique qui est ciblé en ce moment, qui est questionné beaucoup, c'est plutôt la France insoumise. Hier, il y a eu un débat sans vote à l'Assemblée nationale sur la situation au Proche-Orient. Et comme le raconte notre collègue Youmni Kezouf sur Mediapart, l'oratrice à LFI Mathilde Panot est venue demander un cessez-le-feu, d'ailleurs comme vous le faites vous, comme d'autres groupes politiques. Elle l'a fait, comme d'autres groupes politiques, mais elle a eu du mal à s'exprimer. Elle a été traitée de collabo, accusée de vouloir mettre le feu à la France, renvoyée au refus de son parti de qualifier de terroriste l'attaque du 7 octobre du Hamas. Et c'est vrai que depuis 15 jours, le débat public tourne autour de ce refus. Fabrice Rissé-Pouty, vous, est-ce que vous êtes étonné que la discussion se soit enchaînée de cette façon? Au départ, c'est vrai, LFI refuse de parler de terrorisme, plutôt préfère parler de crimes de guerre. Certains de ses élus ont même évoqué la notion de résistance concernant le Hamas, tout en la modérant, en la nuançant, mais ce mot a été prononcé. Est-ce que ça vous étonne? Et qu'est-ce que ça veut dire que cette discussion se soit finalement amenée sur ce sujet et qu'emplisse le débat public depuis 15 jours? Écoutez, voilà encore quelque chose qui nous ramène à ce qu'on a vécu pendant la guerre d'Algérie. Le terme de terrorisme est un mot qui peut avoir un sens pour désigner certains actes, et de toute évidence, les actes commis par le Hamas sont des actes de terreur à l'égard de la population civile israélienne, mais c'est aussi, moi je comprends très bien l'hésitation qu'ont eu certains à utiliser ce terme, parce que c'est aussi un terme qui interdit, qui dépolitise complètement les choses. Et je suis désolé, mais on est devant un problème politique et pas seulement devant un problème moral ou compassionnel. Et alors, la polémique sur la France insoumise, elle est quand même manifestement de l'ordre du règlement de compte, où la réalité des choses a peu à voir, quoi. Pour vous, Anna Asseline, je vous voyais réagir quand Fabrice Rissé-Pouty parlait. Oui. Pour vous, que le mot terrorisme ne soit pas prononcé par la France insoumise, ça passe pas? Non, alors moi, je voulais déjà rebondir sur ce qui avait été dit avant par Latifa, et à juste titre. C'est-à-dire que je crois qu'il est absolument nécessaire, effectivement, et d'ailleurs, on le fait de manière très claire, régulièrement. Enfin, je parle en tout cas de nous, militants de gauche, antiracistes, etc., de expliquer ce qu'est ce gouvernement fasciste, qu'est le gouvernement de Netanyahou, et de le combattre fermement. Ça, c'est une chose qui est très claire aussi pour notre mouvement des guerrières de la paix, et que, à titre personnel, je dis sans avoir la moindre hésitation et sans trembler. Ça ne peut à aucun moment venir relativiser le fait de qualifier ce qu'est le Hamas et les actes qui ont été commis par le Hamas. Et je pense vraiment que les gens aujourd'hui qui ont perdu leur boussole politique au point de confondre le fascisme avec les luttes pour l'émancipation sont vraiment, selon moi, dans une vraie trahison finalement des valeurs qui les fondent. Donc moi, je ne vais pas alimenter les polémiques sur qui a dit quoi, qui a tweeté quoi, parce que je pense que c'est une perte de boussole politique de ne pas être capable de condamner tout avec les mots justes, sans avoir le sentiment que dire quelque chose vient relativiser une autre réalité. Je pense qu'on a besoin des mots justes aujourd'hui, qu'on a besoin de positions claires de nos politiques. Évidemment, on a parlé des mésalliances contre nature de l'extrême droite. Personnellement, je n'attends rien de l'extrême droite, ce sont des adversaires politiques. En revanche, j'attends de la gauche et du camp des humanistes une clarté particulière sur ces questions. J'attends qu'ils cessent de renvoyer dos à dos les juifs et les musulmans de ce pays à travers ce conflit et à travers d'autres polémiques. La réaction de Mathilde Panot à l'Assemblée, je crois, c'est pas... Si on est totalement honnête, ce n'est pas vraiment cela qui a fait le plus réagir ces 24 heures. Ce qui a fait le plus réagir, c'est le tweet de Mélenchon, qui s'inscrit dans une longue lignée de déclarations très problématiques. La présidente de l'Assemblée nationale, qui était au kibbutz Be'eri, je crois, justement, ce week-end. Oui, en disant qu'elle campait à Tel Aviv sur le dos des massacres, etc. Je vais même pas commenter, si vous voulez, ce tweet précis que je trouve problématique à plein d'égards, mais de toute façon, moi, personnellement, je n'attends plus rien des déclarations de Mélenchon.
Mélenchon sur ce sujet-là. À partir du moment où je ne sais même pas comment on peut encore débattre de certains propos qu'il tient, à partir du moment où il a pu dire à heure de grande écoute à la télé que, par exemple, pour citer une de ses déclarations, parce qu'il y en a de nombreuses, Zemmour non seulement n'était pas antisémite, mais qu'il était pleinement juif parce qu'il était fasciste. Et que donc, c'était vraiment, il avait tout compris à l'enseignement du judaïsme en étant un fasciste et en étant à l'image de ce que devrait être, enfin, ce qu'il suppose être l'idéologie des juifs. Bref. Donc, si vous voulez, à partir de là, pour moi, on a passé un cap qui fait que je ne m'arrête même plus sur ces tweets, etc. Donc, je crois de toute façon que plutôt que de continuer à commenter les réactions des uns et des autres, ce qui a beaucoup manqué depuis le 7 octobre, c'est la dignité collective. C'est-à-dire qu'on a tout de suite été dans des guerres sur Twitter, dans les médias, etc. Et on n'a pas eu un moment possible, et c'est ce qui a motivé, puisque vous me posiez la question de ce rassemblement, notre volonté d'organiser un moment de recueillement collectif. C'était pas une manifestation, c'était pas des slogans, etc. C'était vraiment avoir un moment de dignité qui nous a été confisqué par le débat public depuis le 7 octobre. Et puis surtout de pouvoir être ensemble, c'est-à-dire de refuser que, encore une fois, nos souffrances, nos solidarités, nos chagrins soient renvoyés les uns contre les autres. On peut être ensemble dans une même solidarité, dans un même effroi, face à toutes les victimes civiles palestiniennes qui meurent sous les bombes, face aux actes qui ont été commis par le Hamas sur des civils israéliens. On peut être ensemble et on doit être ensemble. Et je ne comprends même pas que quelque chose d'aussi simple, finalement, et d'aussi, je ne sais pas, normal, humain que ça, puisse susciter des débats. Fabrice Rizepouty, je vous voyais réagir, notamment sur le début de l'intervention. Ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que, à mon avis, la daéchisation du Hamas est une grossière erreur d'analyse. On vient de voir que notre président de la République à Tel Aviv, aux côtés de celui qu'il a appelé son cher Bibi à nouveau, a proposé la reconstitution d'une coalition anti-Daesh pour lutter contre le Hamas. Alors je ne sais pas ce qu'il a voulu dire là, si ça suppose que l'armée française doit être impliquée dans cette affaire, mais c'est une façon, encore une fois, de refuser de voir les réalités politiques qui sont en cause. Le Hamas a commis des actes de terreur contre les civils absolument abjects, on est d'accord, mais le Hamas, c'est une organisation politique et militaire qui a gagné les élections il y a quelques années, qui gouverne, qui a une base sociale incontestablement, quoi qu'on pense de son projet politique, pour lequel personnellement je n'ai aucune sympathie. Voilà, donc il faut faire attention parce que, et on en revient à cet usage du mot terrorisme comme un mot écran et comme un mot qui lui-même terrorise ceux qui ne l'emploieraient pas. Et qui est là pour empêcher de réfléchir. Et je crois que ce qui a prédominé dans les réactions de beaucoup de gouvernants, de médias, etc., ça a été l'espèce d'injonction à ne surtout pas réfléchir, à ne surtout pas chercher à comprendre, et donc à s'en remettre finalement donc à une solidarité totale avec un gouvernement israélien qui est en train de perpétrer à son tour un crime de guerre, dont je signale qu'il n'en est qu'au début. Je voudrais dire quand même qu'on on en parle assez peu, mais selon toute vraisemblance, Israël s'apprête à envahir la bande de Gaza. Et on attend cette invasion, en tout cas, on l'attend. Je sais pas, mais en tout cas, elle est annoncée depuis longtemps, elle ne vient pas, en tout cas, pour l'instant. Bon, en tout cas, l'historien, par exemple, de la guerre d'Algérie, ne peut qu'être angoissé à l'idée de ce qui pourrait se produire si l'armée israélienne entrait dans Gaza, avec comme objectif, comme les parachutistes français à Alger en 1957, de se saisir des responsables de l'organisation du Hamas. On peut vraiment là craindre quelque chose d'encore bien pire que ce à quoi on est en train d'assister aujourd'hui. Fabrice Rizepouty, puisqu'on va pas tarder à clore, justement, Emmanuel Macron, vous l'avez dit aujourd'hui en Israël avec Benjamin Netanyahou, il dit ce que vous avez dit, il dit aussi, il rappelle devant tous, je cite, le droit d'Israël à se défendre, il dit aussi, nous sommes des démocraties qui respectons le droit de guerre, il ne dit pas cesser le feu, il dit que c'est un but
but, mais qu'il ne l'a pas dit aujourd'hui à Jérusalem. Est-ce que pour vous, notamment dans ce que vous disiez, le soutien inconditionnel affirmé avec d'autres pays, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie, au début, juste après le massacre du Hamas, soutien inconditionnel, le mot a été cité. Est-ce que pour vous, là, la diplomatie française a, en 15 jours, changé de pied, évolué par rapport à une doctrine traditionnelle? La doctrine traditionnelle, elle a été abandonnée sous Sarkozy, puis sous Hollande. C'est rappelé par Alain Grèche dans un article d'Orient 21, je crois, aujourd'hui. Moi, je dois dire que, comme citoyen, j'ai été absolument submergé par la honte d'entendre, par exemple, la présidente de l'Assemblée nationale se rendre en Israël et dire que rien ne doit empêcher Israël de se défendre. Dans ce rien ne doit empêcher, j'entends, moi, que les vies palestiniennes ne comptent pas, puisqu'il est bien question de ça. Voilà. Donc, je propose qu'on ne fasse pas trop d'angélisme et voilà, et qu'on en revienne quand même à ce qui est en train de se produire. Latifa, vous avez sur le mouvement, il y a une pétition en ce moment qui réclame un cessez-le-feu. Comme je l'ai dit, Emmanuel Macron, il n'a pas prononcé ce mot. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'il vient de dire, dans les conditions qu'on a rappelées avec Benjamin Netanyahou, est-ce que ça vous déçoit? Est-ce que c'est clairement en dessous de la main par rapport à la situation? Ouais, c'est décevant, et plus que ça, quand on connaît encore une fois la politique coloniale de l'État d'Israël en ce moment, c'est effrayant en fait, parce qu'on se dit mais jusqu'où ils vont le laisser aller? En fait, jusqu'à combien de morts palestiniens, de civils, d'enfants, etc. va-t-on considérer que là c'est bon, c'est terminé? Quelle est cette course folle en fait aux morts, à la dévastation, et qu'aucun responsable politique, chef d'État aujourd'hui, en tout cas, principal, ne puisse juste. On est dans une situation où on ne peut pas dire on demande un cessez-le-feu. C'est quand même assez incroyable. Moi, vraiment, c'est effrayant. Encore une fois, il suffit juste de lire les déclarations de ministres israéliens actuels sur l'avenir qu'ils souhaitent aux Palestiniens, qui est évidemment pas glorieux quand ils leur en souhaitent un. Pour être effrayés par la situation et l'incapacité des États qui peuvent encore discuter avec Israël et qui se rendent là-bas à demander ne serait-ce qu'un cessez-le-feu, la fin de la colonisation, la création d'un État palestinien. Enfin bref, là pour le coup en fait ça dépasse ma compréhension, parce que j'arrive pas à comprendre ça, parce que tous les faits sont là en fait. En droit humanitaire, en droit international, tout est là. Sur le plan politique, on a sous les yeux mais vraiment, moi, dans les premiers instants, je me suis dit, dans des moments historiques graves, quand on se demandait comment c'était possible, comment on a pu arriver là en fait, comment les États, les puissances ont pu laisser faire ça. Là, c'est exactement ça, parce qu'on nous parle de risque de génocide du côté de l'ONU, parce qu'on a des gens qui ont pas d'eau, pas d'électricité, la catastrophe humanitaire, elle est déjà là, et qu'on soit pas capable en France de demander un cessez-le-feu, c'est indigne. Anna Assouline, votre mouvement La Guerre pour la paix demande la paix. Mais ça veut dire quoi diplomatiquement par rapport à cette discussion qu'on a? Est-ce que c'est, comment vous le traduisez immédiatement, là, maintenant? Quelle demande, bien si sûr. Vous pouviez en formuler, vous formulez? Si vous me demandez quelles sont les demandes politiques des guerrières de la paix, il nous faudrait plus que cette conclusion d'émission pour que je puisse vous les... Non, mais ça fait partie, bien sûr, exact. Il y a plusieurs choses, c'est-à-dire il y a toute la démarche des guerrières de la paix, effectivement, et qui est très claire dans notre tribune, etc. Toutes les condamnations, par ailleurs, de tout, etc. Enfin bref. Et il y a les demandes urgentes face à la situation aujourd'hui d'urgence, qui est évidemment un cessez-le-feu humanitaire, la protection des civils de Gaza, et la levée du blocus, la possibilité de faire venir les aides humanitaires pour les civils, etc. Ça, c'est clair et net. Il y a aussi ce qui a été oublié parfois aussi dans les mots d'ordre d'autres rassemblements, la libération des otages qui sont aujourd'hui retenus à Gaza. Et il faudra, je ne sais pas comment, on peut pas s'inventer stratège militaire ou parler, c'est pas notre rôle, mais en tout cas que effectivement les terroristes du Hamas soient condamnés pour ce qui s'est passé, et que ce gouvernement d'extrême droite fasciste
tombe rapidement, voilà, quand on va sortir de ce chaos, là, il va falloir effectivement, et surtout que la communauté internationale joue son rôle et prenne ses responsabilités pour qu'il y ait une reprise de négociation qui permette encore une fois à ces deux peuples de pouvoir vivre dans la dignité, la liberté et la sécurité. Merci beaucoup à tous les trois d'être passés par le plateau d'Aler Libre. Merci Fabrice Russepouty à Besançon, on vous remercie beaucoup. Merci Latifa Oulkouir et merci à vous Anna Assouline. J'accueille maintenant Edoui Plenel, président et directeur de la publication de Mediapart. Bonjour Edoui, tu as publié hier sur Mediapart un long texte, Israël-Palestine, la question morale. Tu y écris « Si le conflit israélo-palestinien enflamme le monde, c'est parce qu'il porte une question universelle, celle de l'égalité des droits. Que la légitimité d'Israël s'accompagne de la négation des droits des Palestiniens n'a cessé de précipiter ce sommeil de la raison qui engendre des monstres. Seule cette lucidité politique est à même de défier la catastrophe en cours. » Donc tu parles, ce parti pris, il est titré « La question morale ». La morale, c'est évidemment crucial dans ces moments de chaos. Mais est-ce que, pour autant, ça fait une politique ? Bien sûr. La question morale, aujourd'hui, comme dans tous les temps de bascule du monde, est un repère, et est un repère pratique, concret, est un repère politique. Ce n'est pas une question de belles âmes et de belles idées. C'est, au contraire, une question d'efficacité. L'irréalisme est du côté de la force et de la puissance. D'abord, au principe de cette catastrophe, il y a la violation de quelque chose qui concerne le monde entier, l'égalité des droits, d'où qu'on vienne, sans distinction d'origine, de condition. Ce principe-là est un principe politique. Le défendre moralement, c'est faire de la politique. Et deuxièmement, il y a derrière cette question de l'égalité violée et dont les Palestiniens sont les victimes, il y a un principe éthique qui est politique. Le refus de l'indifférence, le souci de l'autre. Toute cause d'émancipation part de ce souci de l'autre, y compris le souci de celui qui m'opprime. C'est sa force par rapport à l'oppresseur. Alors oui, la question morale, elle s'impose. Elle s'impose de 4 façons. D'abord sur l'origine de ce conflit. Il n'y a pas 2 camps qui se valent. Depuis 75 ans, nous, l'Europe, et nous en sommes les premiers comptables. Nous avons, en entraînant tous les camps victorieux contre le nazisme, nous avons réparé un crime absolu, celui de génocide, un crime contre l'humanité, contre les Juifs d'Europe. Nous l'avons réparé en commettant, en laissant commettre, en laissant perdurer une injustice. On ne répare pas un crime par une injustice. Il y a eu une légitimité, et qui est celle de l'État d'Israël aujourd'hui, que les Juifs aient un lieu d'où qu'ils viennent pour se retrouver, pour ne pas être victimes de persécutions. Mais ils ne seront en sécurité que le jour où sera réparé le fait que l'État d'Israël a été créé en même temps sur une injustice vis-à-vis des Palestiniens, ceux qui ont été chassés et ceux qui, renvoyés à l'anonymat des réfugiés, sont aujourd'hui un peuple qui a droit à un État, qui a droit à vivre normalement comme les Israéliens. Deuxièmement, ce principe moral s'impose à l'État d'Israël. Et il y a de nombreuses voix au sein d'Israël même qui le disent. Depuis 1967, Israël est pris dans la gangrène de la question coloniale. C'est une gangrène qui pourrit tout le corps vivant. Le colonialisme ne civilise pas, il ensauvage. Les Israéliens le savent, qui voyaient et se dressaient dans des manifestations contre l'avènement d'un pouvoir d'extrême droite, d'un pouvoir qui comporte des forces fascistes, racistes. L'origine ne protège de rien. Il y a des suprémacistes juifs, comme il y a des suprémacistes blancs, comme il y a des suprémacistes chrétiens, qui aujourd'hui, en Israël, veulent chasser tous les Arabes, y compris les 20% d'Arabes israéliens. Et donc, la démocratie israélienne
s'est rendu compte qu'à force d'avoir été aveugle, indifférent aux autres, voilà ce qui y arrivait. Voilà ce qui y arrivait à force d'accepter ce fait colonial, cette idée qu'un peuple puisse en dominer un autre. Et bien dans ce cas-là, ce peuple lui-même devient son auto-oppresseur et il produit ce pouvoir dont aujourd'hui tout le monde le sait. C'est M. Netanyahou le premier responsable de ce qui est arrivé le 7 octobre. Lui, la droite du Likoud et l'extrême droite, ses alliés. C'est eux qui ont joué le Hamas, c'est eux qui ont accepté son financement, c'est eux qui, d'un groupuscule né de la première intifada, en ont fait une force politique dominante. Pourquoi ? Pour empêcher l'État palestinien, pour diviser le camp palestinien, pour minoriser les laïcs. La pluralité palestinienne dont Yasser Arafat, au sein de l'OLP, était le garant, avec la place des chrétiens, avec la place de toute la diversité du peuple palestinien, alors que l'idéologie du Hamas est une idéologie d'unicité autour d'une identité unique islamique. Enfin, troisièmement, ce principe moral, et depuis toujours, dans tous les combats de l'émancipation, s'impose aussi au camp palestinien. Et c'est bien pour ça qu'il ne faut pas barguigner sur la condamnation des tueries de ce but de guerre fixé aux militants et aux milices du Hamas, de créer des tueries contre des civils, des tueries abominables qui, dans la mémoire juive, ne peuvent qu'évoquer les pogroms qui ont été à l'origine de la création du mouvement sioniste et du souhait d'un foyer national juif. Le camp de l'émancipation, qui est en l'occurrence le camp de la Palestine, aux côtés duquel nous sommes ici, car le droit, c'est à eux qu'il faut le reconnaître. Le camp de l'émancipation a pour devoir d'avoir une morale supérieure que le camp qui l'opprime. Le camp qui l'opprime se discrédite et sa violence légitime une violence de résistance en retour. Mais cette résistance doit montrer qu'elle est capable de fraternité, qu'elle est capable d'avoir même l'objectif de libérer le peuple qui l'opprime, de le libérer du pouvoir qui crée cette violence. La leçon du combat de l'ANC en Afrique du Sud avec Nelson Mandela a illustré ça. L'ANC a commis dans les années 80 des massacres contre des civils. Elle a publié une autocritique. Et dans la foulée de cette autocritique, Mandela a mené son combat pour la nation arc-en-ciel. Pour dire qu'il n'était pas là pour chasser ceux qu'il avait opprimés dans le régime d'apartheid effroyable, mais au contraire pour les libérer d'eux-mêmes de cette idéologie qui les enfermait, et c'est ce qu'il a défendu. Ces débats ont traversé le mouvement indépendantiste algérien, quand il y a eu, face à la terreur de la répression française, de la torture, des crimes abominables qui ont été commis au nom du drapeau français, il y a eu des attentats contre des civils. Et à ce moment-là, certains s'en sont inquiétés. S'en sont inquiétés en disant, en faisant cela, cela va avoir des conséquences sur nous-mêmes. Et on le sait tous. Le FLN algérien a perdu sa pluralité. Les militaires, les jusqu'au-boutistes l'ont emporté jusqu'à assassiner la plus belle figure de cette histoire, Aban Ramdan, qui a été tué par les siens, pas par le colonisateur, et à produire un régime de parti unique. Frantz Fanon le disait, l'auteur des damnés de la terre, dans ses réflexions sur la violence légitime du colonisé face au colonisateur, s'alarmait en disant que c'est une violence de nécessité. Ça ne peut être du tout une violence d'absolu, et surtout c'est une violence qui doit avoir conscience de sa limite, parce qu'elle est faite pour libérer, elle n'est pas faite pour opprimer, donc elle n'est pas faite, en l'occurrence, pour tuer des civils. Enfin, dernier point, cet impératif moral s'impose à nous ici même. Et là, je serais grave, j'ai un très bon ami en Israël, Michel Warschawski, Mikado, qui est un juste de l'État d'Israël, et qui dit combien, lui qui vient de France, combien la France pour lui aujourd'hui est indigne. Ce n'est pas seulement que la France a oublié une position d'équilibre, une position de principe, justement, une position d'éthique politique. C'est que la France, ses dirigeants actuels, depuis Sarkozy, depuis Hollande, et l'actuel président est en train de nous entraîner dans la guerre des civilisations, est en train de prendre prétexte de ce dramatique conflit depuis 75 ans et de sa non-résolution parce que justice n'est pas rendue aux Palestiniens, est en train d'en prendre prétexte pour nous entraîner dans la guerre des tribus,
dans la guerre des communautés, dans la guerre des identités, dans la guerre de tous contre tous. C'est un crime. C'est un crime sur ce qu'est la France. C'est le pays d'Europe qui a le plus de liens avec le monde arabe et le monde musulman, du Liban à la Syrie, à l'Égypte, en passant évidemment par le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Et c'est un crime contre nous-mêmes. Je l'ai dit, ça m'est reproché par l'extrême droite française. Nous sommes le premier pays musulman d'Europe. Musulmans d'origine, de culture, de croyance, peu importe. Nous sommes au cœur de l'histoire de la diversité du monde. Et c'est pour ça que Mediapart, nous tenons sur cette question d'éthique et cette question de morale. Dans le moment actuel, il ne faut pas tomber dans le piège qui nous est tendu. Il faut défendre la relation, défendre cette entraide profonde qui est plus forte que la force et que la puissance, qui a conscience de la fragilité du monde et de l'humanité. Merci beaucoup, Edoui. On lit évidemment ton texte sur Mediapart. Merci beaucoup à vous de nous regarder. Cette émission, elle est en accès libre, vous le savez. Donc si vous le pouvez, abonnez-vous à Mediapart. Merci, à très vite.